Bonjour à toutes et à tous. Je pense que les connexions pour ceux qui sont en visio, puisque on est retransmis aussi pour ceux qui sont notamment à Abidjan, mais pas que, en ligne. Donc bonjour à ceux qui sont à distance également. Donc bienvenue pour ce séminaire, donc, qui est un séminaire co-organisé par l'ISPED, le Centre de recherche BPH, le département de santé publique et le groupement IPORA. Tous ces sigles étant maintenant quasiment familiers après notre réunion de ce matin. Alors je voulais juste contextualiser un petit peu ce séminaire qui est un peu différent de beaucoup de séminaires qu'on fait ici, mais tout à fait dans le thème néanmoins. Pour dire la chose suivante, en tout cas depuis une semaine, notre pays s'est recentré sur ces sujets sociétaux et politiques nationaux et regarde voilà, notre quotidien et ce qui va bien arriver dans notre pays. Mais la Terre ne s'arrête pas de tourner et la mondialisation continue à nous emporter et continue à créer d'immenses problèmes. En résoudre aussi, hein, mais à en créer beaucoup. On peut dire quand même que la mondialisation heureuse n'est peut-être plus tout à fait le contexte dans lequel nous sommes. Alors on pourrait se dire que parmi les nombreux problèmes de mondialisation qui nous touchent, la santé pourrait être préservée, ou en tout cas considérée comme un sujet qui ne pose pas sur lequel on va trouver des solutions, notamment parce que nous avons des organisations mondiales robustes, avec une organisation mondiale de la santé historique très forte. Je rappelle qui a éradiqué une maladie de la planète à la fin des années 70, hein, la variole, qui a organisé la lutte mondiale contre le VIH. Et on pourrait se dire que finalement les sujets de santé sont un peu préservés. Eh bien, je crois que la pandémie de Covid nous a montré que ce n'était pas tout à fait le cas. Je rappellerai pour ceux qui n'ont pas vu ces données que maintenant on en est à une estimation d'à peu près 16 millions de morts pendant la pandémie de Covid à l'échelle mondiale et à l'échelle des organisations internationales, beaucoup de bouleversements, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'a causé cette pandémie. Donc on est dans l'après-Covid, on est dans cette phase très nouvelle. Et cette phase très nouvelle n'est pas sans poser des problèmes d'organisation. Et donc on a souhaité mettre ce débat aujourd'hui à l'ordre du jour. Débat tout à fait d'actualité, hein, puisque actuellement, à titre d'exemple, il y a une épidémie de choléra dans toute l'Afrique de l'Est, les Comores et un département français. Hein, pour dire que la santé est mondiale et nous touche de manière directe. J'étais encore en réunion hier soir avec l'ARS, c'est 160 cas sur le territoire français, hein, dans un seul département. Voilà. Et puis la semaine prochaine, je ne sais pas si tu vas en parler après, il y aura un sommet mondial à Paris sur la question des enjeux vaccinaux. Et comment s'organise notamment la production de vaccins à l'échelle mondiale, qui sont des sujets non résolus. Voilà, donc on a souhaité débattre un petit peu de tous ces sujets, et on a trouvé l'interlocuteur idéal ou l'interlocutrice idéale en la présence d'Anne-Claire Amproux. Anne-Claire est l'ambassadrice française pour la santé mondiale. Elle a un long parcours dans le champ de la santé, l'école des hautes études en santé publique, un parcours hospitalier, un parcours qui l'a amené dans les crises sanitaires, notamment la crise Ebola où nous nous sommes rencontrés. Depuis, elle est revenue dans le système français, notamment la Direction générale de la santé, et plus récemment, donc depuis quasiment 2 ans, bientôt 2 ans, comme ambassadrice de la santé mondiale. Et donc le thème qu'on lui a proposé lui convenait tout à fait, surtout qu'il s'est passé plein de choses au cours des semaines écoulées. Donc sans plus attendre, je te donne la parole sur le sujet réponse aux pandémies. Où en est-on en 2024 ? Merci en tout cas d'être venu. Merci beaucoup François. Bonjour à tous. Oula, je crois qu'il ne faut pas trop que je touche. D'accord. Ravie d'être ici. Je connais bien l'ISPED pour en parler avec François depuis une petite dizaine d'années, mais j'étais jamais venue, donc vraiment ravie d'être là à Bordeaux pour cette matinée d'échange et ce séminaire. Alors, comme François l'a dit, je suis aujourd'hui ambassadrice pour la santé mondiale, mais j'ai effectivement un parcours
plutôt dans le domaine de la santé. Je ne suis pas une diplomate de formation, moi je suis diplomate seulement depuis 2 ans, donc j'apprends. Mais j'apprends sur la base d'une expertise qui est mon expertise de santé, et ma foi, c'est pas si mal, et c'est très utile. Alors, j'avais un titre imposé, donc j'ai suivi, je suis bonne élève. Évidemment, ça ne couvre pas la santé mondiale, voilà. Mais c'est un exemple, et donc j'ai préparé une présentation, je vais essayer de la faire court, et l'objectif, c'est plutôt qu'on puisse échanger. Les épidémies, c'est un volet de la santé mondiale, mais en fait, c'est nouveau, au sens où, historiquement, quand on parlait de santé mondiale, et le poste d'ambassadeur pour la santé mondiale était historiquement le poste pour le VIH, en fait, créé en 2004, et qui était très focalisé sur l'épidémie de VIH, ensuite plutôt sur l'ensemble des maladies émergentes, et évidemment, post-Covid, le périmètre de la santé mondiale a été complètement bouleversé. J'ose pas dire que c'est la santé à l'international, mais quasiment. Et avec des problématiques qui se rejoignent. On en discutait ce matin, des sujets nouveaux tels que le changement climatique, la nutrition, tout ça intègre de plus en plus le champ de la santé mondiale à partir du moment où s'intéresse à l'état de santé, la santé publique dans un pays, historiquement dans les pays en développement, mais aussi la santé au niveau international, puisque la santé d'un pays et d'une population dépend maintenant, de plus en plus, directement de la santé des autres populations et des autres pays. Voilà. Donc, je ne vais pas tout traiter, mais évidemment, ça pourra peut-être faire l'objet d'autres séminaires, mais en tout cas, je prends l'exemple des épidémies qui sont assez symptomatiques de l'évolution de la santé mondiale, et surtout avec une actualité assez chargée, puisqu'il y a 2 semaines, nous avons l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, donc à l'OMS, et un certain nombre d'instruments juridiques qui devaient être adoptés, en l'occurrence 2, on en a adopté 1 sur 2. Et donc, je vais y revenir parce que c'est des négociations multilatérales qui, d'une part, montrent encore une fois, dans un contexte géopolitique évidemment très complexe, je ne vais pas revenir là-dessus, mais vous l'avez bien en tête, qu'on continue à avoir des négociations multilatérales et sur les sujets de santé, et qu'on en a besoin, mais qu'elles sont aussi difficiles et qui couvrent des enjeux très vastes qui, évidemment, rendent compliquées ces discussions, et c'est notamment le cas du traité pandémique qu'on n'a pas adopté, donc il y a 2 semaines. En revanche, on a adopté d'autres instruments. Donc, d'abord, à quoi sert une ambassadrice santé mondiale et quel est mon rôle? Je vais commencer par les 2 logos sur les slides. Il y en a 2, donc je dépends des 2 ministres. Le ministre de l'Europe et des Affaires étrangères et la ministre du Travail, de la Santé et des Solidarités, à parts égales, ce qui est une originalité dans l'organisation de l'administration française, mais qui est vraiment très intéressante, et on sert d'ailleurs de modèle à d'autres pays étrangers. Soit ils ont déjà ce type de poste, il y en a très peu, il y avait la Norvège, la Suède, ou d'autres à qui on a donné l'exemple, et c'est les États-Unis, c'est pas tous les jours qu'on donne l'exemple aux États-Unis, et qui viennent de monter un bureau de santé mondiale avec un ambassadeur, et aussi à cheval entre la santé et les affaires étrangères. Et donc sous ces doubles tutelles, de manière très très courte, ma mission, d'abord, on a une stratégie française en santé mondiale, j'y reviendrai, donc mon rôle, c'est de la porter et de la mettre en œuvre, et d'essayer d'avoir un portage partout, en France, au niveau national, au niveau international. Deuxième chose, la France est très présente dans toutes les instances multilatérales en santé. Donc évidemment, on connaît l'Organisation mondiale de la santé, mais ce n'est pas la seule. Elle, c'est une organisation des Nations Unies, mais il y a beaucoup d'autres organisations qui sont plutôt des fonds multilatéraux, verticaux. Le Fonds mondial de lutte contre le VIH, la tuberculose et le malaria, et le paludisme en bon français, le Gavi, l'Alliance du vaccin, UNITAID sur l'accès aux médicaments, et la France contribue financièrement dans ces fonds. Et donc mon rôle, c'est d'être représentante de la France au board de ces fonds. C'est 2 milliards d'euros. En fait, grosso modo, je gère 2 milliards d'euros. C'est une contribution extrêmement importante. Et on le dit ici, dans le contexte politique que nous connaissons, nous pouvons être très très fiers de notre solidarité internationale, en espérant qu'elle se poursuive. Mais ça a toujours été un axe politique fort de la France, quelle que soit la couleur politique de nos dirigeants. Et puis, dernière, je dirais,
part de ma mission, et pas des moindres, et qui m'a pris beaucoup de temps. C'est post-Covid, un certain nombre donc, de négociations multilatérales ont été lancées, et je suis la négociatrice en chef pour la France, et ces négociations ont lieu à Genève, ce qui m'amène à passer plus de temps à Genève que chez moi. Alors, la stratégie française en santé mondiale, on l'a lancée à Lyon en octobre dernier, et donc elle couvre la période 2023-2027. Ce n'est pas une nouveauté. Historiquement, la France a toujours une stratégie française en santé mondiale. Encore une fois, qui va reprendre historiquement, c'était plutôt historiquement une stratégie sur le VIH et les maladies transmissibles. Et là, on voit qu'on a un périmètre qui a évolué. Et évidemment, cette stratégie, elle ne s'est pas faite toute seule. C'est un mode d'élaboration très révélateur de comment on travaille sur la santé mondiale. D'une part, c'est interministériel. Je ne l'ai pas dit, mais en fait, j'ai un rôle de chef de file interministériel, c'est-à-dire que je coordonne une équipe du MAE, Affaires étrangères, une équipe de la santé, les finances, un bout d'agriculture, un bout d'environnement, quand on parle notamment sur les zoonoses, les sujets une seule santé. Et en fait, c'est une équipe interministérielle et on travaille beaucoup avec la société civile. Et donc, la stratégie, on l'a faite aussi dans ce cadre-là, avec, en plus, évidemment, comme référence, la stratégie européenne de santé mondiale et le programme de travail de l'OMS, qui est évidemment notre cadre d'intervention. Cette stratégie repose sur des principes directeurs. Je vais juste les lister de manière très rapide, parce que ça correspond à des valeurs que nous défendons depuis des années, et encore une fois dans le contexte politique, et après j'arrête les références au contexte actuel, mais enfin vraiment c'est aussi important qu'on se rappelle notre mission, pourquoi on l'a fait, l'accès universel à la santé et la santé comme un droit fondamental. Et ça c'est une valeur que la France porte depuis des décennies et qui guide aussi beaucoup notre action. L'approche une seule santé et l'approche changement climatique, qui sont plutôt des éléments nouveaux, c'est-à-dire l'impact du changement climatique sur la santé. Quand on parle d'épidémie, le choléra, mentionné tout à l'heure par François Dabis, évidemment, le changement climatique a un impact sur l'épidémie, et on voit des épidémies revenir là où on pensait les avoir éteintes. Et le paludisme, qui n'était pas une maladie autochtone, va sans doute l'être demain en France. Alors on était toujours sur des cas importés, mais jamais de cas autochtones. Demain, vraisemblablement, on aura des cas autochtones. Et donc l'approche une seule santé, c'est faire le lien entre la santé humaine, la santé animale et celle des écosystèmes. Dans un contexte de changement climatique, mais aussi de déforestation, et donc de la rapprochement de la vie sauvage et de la vie non sauvage, un plus grand risque de transmission des maladies. Et donc si on n'a pas une surveillance ou une approche globale, et que si on ne regarde pas ce qui se passe du côté de la santé animale, de la santé des écosystèmes, en fait on va rater une partie de la préparation et de la prévention et de l'information sur ce qu'on peut avoir comme épidémie en santé humaine ensuite. Le Covid-19 étant un parfait exemple, même si, in fine, le pauvre pangolin n'y était pour rien, c'est quand même toutes ces zoonoses, c'est-à-dire ces maladies animales qui se transmettent à l'être humain et qui constituent un vivier d'épidémies. Et c'est pour ça qu'on a ces négociations multilatérales sur la prévention des épidémies. L'égalité de genre qui est toujours aussi un axe fort et un principe directeur. Alors, nos priorités stratégiques, il y en a 5. D'abord, on est sur un axe fort et aussi historique d'atteindre la couverture sanitaire universelle et donc le renforcement des systèmes de santé avec une action majeure qui porte sur les ressources humaines. Pour nous, en France, le sujet des ressources humaines en santé, le sujet des professionnels de santé, la pénurie de médecins, la pénurie d'infirmières, c'est pas nouveau, mais avec le Covid-19, évidemment, on se l'est pris en pleine face. Mais ce n'est pas un sujet nouveau non plus dans les pays en développement. Et donc c'est un sujet transversal, et la clé du renforcement des systèmes de santé, une des clés, ce sont les ressources humaines en santé. Et donc un axe fort d'investissement dans les systèmes de santé et d'investissement dans les ressources humaines, avec une action phare du président de la République qui porte sur la formation des ressources humaines et l'ouverture de l'Académie de l'OMS à Lyon, avec l'inauguration qui se fera en décembre prochain, pour laquelle on veut associer notamment l'ISPED, on en parlait tout à l'heure, et qui a vocation à devenir le centre international de référence pour la formation des professionnels de santé, pas uniquement les soignants, mais aussi les décideurs, la société civile.
Et notamment, quand on regarde les statistiques actuelles et les prévisions, on estime que d'ici 2030, on aura une pénurie entre 10 et 15, alors la fourchette elle est large parce que ça dépend des sources d'information, une pénurie de entre 10 et 15 millions de professionnels de santé. Voilà. Donc c'est un enjeu majeur et qui ne concerne pas uniquement les pays du Sud, ça concerne aussi nous, la France, en termes de pénurie. Donc ça c'est le premier axe. Deuxième axe, on est sur la partie santé et bien-être des populations avec une poursuite de notre lutte sur et notre engagement sur les maladies transmissibles, le VIH, la tuberculose et le paludisme, et avec un nouvel axe qui porte sur la prévention des maladies non transmissibles. Si on regarde le fléau de l'Afrique demain, vraisemblablement ce n'est pas le VIH, même si nous sommes très loin de la trajectoire qui devrait être la nôtre de lutte contre le VIH d'ici 2030. Vous savez, 2030, c'est les objectifs de développement durable avec la fin de l'épidémie. On est très loin de cette cible et on ne sera pas au rendez-vous en 2030. Voilà. Mais, parallèlement, si on regarde en termes de santé publique, le fléau prochain, c'est cancer, maladies cardiovasculaires, nutrition, sous-nutrition. Et donc on voit qu'on a un axe maladie non transmissible majeur sur lequel il faut investir. Donc ça, et donc la partie prévention, donc c'est la deuxième priorité. Et là, on a un lien direct avec la stratégie nationale de santé publique en France et avec l'axe sur la partie prévention. Troisième priorité, on est sur les urgences. Donc là, vraiment dans le contexte post-Covid, choléra, et avec un impératif de mieux prévenir, se préparer et organiser une réponse internationale aux urgences avec un enjeu, et j'y reviendrai tout à l'heure, une réponse équitable. Évidemment, je fais référence à la gestion de la crise du Covid avec, d'un point de vue de nos partenaires internationaux, le retour qui est la réponse et la gestion de la crise n'a pas été équitable. Nous, pays africains, nous n'avons pas eu accès au vaccin. Voilà, c'est ça le contexte. Et puis deux derniers axes qui sont plus transversaux. Toute la négociation actuelle sur la nouvelle architecture en santé mondiale, et puis la dernière, et c'était l'objet de nos discussions de ce matin, sur toute la recherche, l'expertise, la formation en santé mondiale, et comment, en France, on a des réseaux très importants, la NRSMIE, l'Institut Pasteur, nos universités, comment on valorise cette expertise beaucoup mieux en l'organisant et en travaillant dessus. Alors, on avait lancé cette stratégie donc, à Lyon, j'y reviens pas, même si c'était un très grand événement politique. C'est la première fois qu'on avait quand même 3 ministres et un directeur général de l'OMS pour lancer une stratégie. L'objectif, c'était d'avoir un portage politique et c'était important. J'en viens aux pandémies, parce que c'est le titre et j'ai pas beaucoup de temps, donc si je veux rester... voilà. Le contexte de sécurité sanitaire, j'imagine que les slides sont diffusés, donc je ne suis pas obligée de tout reprendre. Voilà. Évidemment, quand on parle de sécurité sanitaire, moi je viens de la Direction générale de la santé, j'abordais la sécurité sanitaire au niveau national. Mais très vite, on comprend, encore une fois, que la sécurité sécuritaire nationale dépend de la sécurité sanitaire des autres pays et qu'il faut jouer sur la partie prévention et la partie réponse d'urgence et qui nécessite en fait des actions plus profondes de renforcement des systèmes de santé. Et aujourd'hui, on a ces facteurs aggravants qui est le changement climatique, clairement, en termes de sécurité sanitaire et de perte de la biodiversité, de la pollution qui vont avoir un impact majeur. Et donc historiquement, quand on regarde le panorama et quels sont les outils à disposition des États membres comme la France pour intervenir dans ce domaine. Historiquement, nous avons un règlement sanitaire international qui existe toujours, avec une dernière actualisation qui datait de 2005. À quoi sert le règlement sanitaire international? Il permet de calibrer et d'ordonner ce que doit être un mécanisme de surveillance pour que quand un événement arrive dans un pays, l'information soit partagée tout de suite avec les autres pays et donc avec chacun dans des pays, ce qu'on appelle la mise en place d'un point focal. Donc, par exemple, pour la France, c'est à la Direction générale de la santé, ce qu'on appelle le CORUS, le Centre opérationnel de réponse aux urgences sanitaires, avec un système d'information et qui permet de recevoir toutes les notifications d'une alerte en termes de santé qui se passe dans tel ou tel pays et qui pourrait avoir un impact dans le pays en question et donc en France.
et définit aussi ce qu'on appelle l'urgence de santé publique de portée internationale, qui est déclarée par le directeur général de l'OMS pour dire c'est une urgence de portée internationale qui demande une réponse internationale. Aujourd'hui, par exemple, on a une épidémie de choléra, et pour autant, on n'a pas une urgence, une SPPI qui a été déclarée. Ce qui étonne certains, d'ailleurs. Je ne me prononcerai pas ici, mais peut-être que ça va le devenir, mais qui permet, selon certains critères, de dire c'est une urgence de portée internationale, ça ne l'est pas, et dans ces cas-là, ça déclenche des réponses différentes. Pour le Covid, évidemment, l'USPPI a été déclarée, même si les rapports d'experts montrent qu'elle a été déclarée tardivement, mais elle a été déclarée, ce qui a permis d'avoir une réponse internationale. Je ne vais pas tout passer en revue, mais historiquement, c'est le seul texte juridique contraignant, multilatéral, donc qui s'impose aux États membres en termes de surveillance et de réponse à une crise sanitaire internationale. Évidemment, la question se pose de comment ce RSI a été appliqué pendant la crise du Covid-19. Est-ce qu'il a été aidant? Est-ce qu'on l'a suivi? Bon, au regard de ma question, je pense que vous avez compris la réponse. La réponse est non. Clairement, pendant le Covid-19, on s'est assis sur le RSI. Voilà. D'une part, on a eu un sujet de transparence et de partage des informations, suivez mon regard, qui n'était pas conforme aux obligations qui figurent dans le règlement sanitaire international. Deuxièmement, que dit le règlement sanitaire international? C'est qu'en cas d'urgence, il n'y a pas de fermeture des frontières. On doit mesurer et adapter les mesures qui freinent les déplacements de voyageurs ou les échanges de marchandises, mais ne pas fermer nos frontières. Qu'est-ce qu'on a fait pendant le Covid-19? On a fermé nos frontières, clairement. Et la dernière fermeture qui a traumatisé un certain nombre de pays, notamment les pays africains, c'est quand on a eu le variant Omicron, novembre 2021, fin novembre, début décembre. Un certain vendredi matin, on se réveille avec les alertes Omicron. J'étais sur la gestion de crise du Covid à l'époque, et ça reste pour moi un traumatisme. Et le samedi midi, l'Angleterre avait fermé ses frontières avec l'Afrique du Sud et toute l'Afrique de l'Est. L'Allemagne a suivi 2 heures après, et la France a suivi le soir même. Voilà. Et bien, on n'a pas du tout respecté le RSI. Une gouvernance peu claire sur la gestion du RSI, sur la gestion du Covid, pardon, qu'on a un peu, de fait, il faut aussi se remettre dans le contexte, hein, c'était une épidémie internationale de grande ampleur qu'on n'avait jamais connue et qu'on n'avait jamais anticipée, et on n'imaginait pas un tel scénario, et donc une gouvernance de réponse entre New York, Genève, les pays dans le cadre G7, dans le cadre G20, en fait, ces différentes instances internationales qui se sont saisies d'une réponse sur la crise du Covid-19. Mais concrètement, la gouvernance, du coup, n'était pas préparée et n'était pas claire. Deuxième évaluation très, très rapide, si on regarde les grandes leçons sur cette gouvernance, le manque d'équité dans la riposte, pas d'accès aux produits diagnostiques, traitements et vaccins dans les pays en développement, et c'est à l'initiative de la France qu'on a créé en urgence ce qu'on appelle le mécanisme ACTA, qui est un mécanisme qui a associé plusieurs partenaires pour mettre en place tout un mécanisme d'approvisionnement de vaccins en Afrique par des dons, essentiellement. Et en fait, on l'a improvisé pendant la crise du Covid-19. L'enjeu aujourd'hui, c'est de le préparer en amont et de le déclencher si on a besoin. Et puis, troisième élément qui a été mis en avant, c'est le défaut de financement. Non pas le financement d'urgence, les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, avaient du cash libre et à disposition en termes de financement d'urgence sur la crise, mais en fait c'est plutôt un manque de financement très en amont sur les systèmes de prévention, sur le financement des systèmes de surveillance, et aussi le manque de capacité d'absorption financière des pays dans le cadre de la crise. Et donc, tout ça a amené en décembre 2021 à une Assemblée mondiale exceptionnelle, c'est très rare, qui a décidé, sur la base d'un certain nombre de rapports d'évaluation, de se dire on n'était pas bien outillé pour la crise du Covid. La probabilité d'avoir une prochaine épidémie est extrêmement forte au regard du contexte que je vous citais en introduction. Et donc, il faut qu'on se prépare à avoir de nouveaux outils.
Ça veut dire réviser le règlement sanitaire international, celui de 1957, mais révisé en 2005. Et en fait, ça ne suffit pas. Il faut avoir une approche beaucoup plus large sur les sujets de financement et d'équité, et donc avoir un traité international à part entière sur la prévention, la préparation et la riposte aux pandémies. Donc ça, c'est la décision de décembre 2021. Donc aujourd'hui, où est-ce que nous en sommes? Ah non, et pardon, deuxième chose, j'ai oublié, mais c'était plus anecdotique, mais quand même, post-Covid, on a fait une réforme interne de l'OMS avec la création d'une commission permanente de prévention, de préparation et de riposte en cas d'urgence sanitaire. C'était d'ailleurs à la demande de la France, on l'appelle le SHAPER, qui en fait, dans la gouvernance de l'OMS, il y a l'Assemblée mondiale de la santé, qui est l'Assemblée générale des 194 États membres. Vous avez ensuite un conseil exécutif, quelques États membres, qui est un peu l'équivalent du board de l'OMS, qui n'est pas exactement ça, mais si j'essaie de synthétiser. Et une émanation de ce board, c'est cette commission permanente qui permet de réagir très vite en cas d'urgence et de conseiller le directeur général de l'OMS pour la déclaration d'une SPPI ou pas. Et donc ça, c'est nouveau et on l'a créé post-Covid et la France y est membre. Et dernière chose qu'on a créée, et je reviendrai sur les négociations, c'est sur la partie financement, et c'est quelque chose qui a été créé justement dans le cadre du G20, donc encore une fois, 20 pays en fait, sur 194 membres de l'OMS, mais qui ont décidé de créer un fonds financier supplémentaire par rapport à ceux qui existaient, mais dédié aux pandémies, qui est hébergé à la Banque mondiale et dont l'objet est de financer le renforcement des systèmes de santé, plutôt dans les pays en développement, sur la partie prévention. On est beaucoup sur la partie prévention. Il y a notamment les priorités, c'est laboratoire, ressources humaines et surveillance. Donc vous voyez. Et donc la France a décidé finalement de rejoindre ce fonds, et je suis moi-même membre du board, pour apporter ce financement, qui n'est pas un financement d'urgence, qui est un financement de long terme pour préparer les États membres et qui fonctionne par appel à projet. Sur le reste des négociations, donc je vous ai dit, on a décidé en décembre 2021 de lancer les négociations pour un nouveau traité international, avec un engagement d'avoir une plus grande inclusivité, intégrer ces 3 piliers. Et alors ça, dans le cadre des négociations, on a un peu un bloc du Sud contre un bloc du Nord, malheureusement. Voilà, et ça s'est un peu polarisé. Et de notre côté, évidemment, en tant que pays du Nord, nous portons la nécessité d'avoir 3 piliers, et notamment le pilier de la prévention. Voilà, et notamment la prévention des zoonoses, ce qu'on appelle prévention primaire, prévention secondaire. Prévention primaire, des mesures pas faciles pour les États membres, limiter la déforestation, ce qui est vraiment permet de limiter le risque, et la prévention secondaire qui est plus sur la surveillance. Le pilier préparation et le pilier réponse. Et dans la partie prévention, on porte cette approche, une seule santé, et donc cette interdépendance entre santé humaine, santé animale et santé des écosystèmes, qui est déjà plus ou moins mise en place dans un certain nombre de pays, mais qui est quand même un défi en termes de coordination, de surveillance, et c'est là où nous accompagnons notamment les pays en développement. Troisième enjeu, c'est de s'assurer qu'en cas d'émergence de pathogènes, on ait un partage d'informations très rapide et ouvert. Et une des demandes des pays du Sud, c'est de dire la probabilité que la prochaine pandémie vienne de chez nous est forte. Donc ça veut dire que c'est nous qui allons partager nos données scientifiques. Or, la dernière fois qu'on a partagé, vous avez fermé vos frontières, Omicron, ce que je vous disais tout à l'heure. Donc nous, pays du Sud, si vous nous demandez de partager nos pathogènes, nos données scientifiques, dans ces cas-là, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de fermeture de frontières, d'abord, et donc ça c'est le RSI révisé, et deuxièmement, si les laboratoires pharmaceutiques fabriquent des vaccins à partir des données sur les séquençages des pathogènes qu'on a partagés, on veut avoir droit au vaccin. Voilà. Et donc c'est ce qu'on appelle, dans le jargon des négociations du traité pandémie, le PAPS, le Pathogen Access and Benefit Sharing, c'est-à-dire tout un mécanisme de partage des informations sur les pathogènes et un partage des bénéfices en s'assurant d'une part qu'on a la fabrication de contre-mesures médicales, voilà, de vaccins,
Deuxièmement, qu'elle soit accessible à tout le monde. Donc évidemment, en termes de capacité d'achat, les pays ne sont pas au même niveau. Et donc, on est en train de regarder, parce que ça, on ne s'est pas encore mis d'accord, parce que c'est quand même très complexe, et c'est sur ça qu'on a buté il y a 2 semaines, un mécanisme qui permet d'avoir toute une réservation de production et qui ferait l'objet d'une partie de donation et une partie de vente à prix coûtant. Et donc, j'espère que ma voix va rester jusqu'à la fin. Et donc, tout l'objet, c'est la négociation de cette capacité de réservation, de cette production, de ce pourcentage de production qu'on réserverait pour les pays du Sud en cas de pandémie. Donc, évidemment, c'est des sujets sensibles qui peuvent aller sur les sujets de propriété intellectuelle et donc tous les sujets aussi de demande de lever des brevets sur les vaccins, sur les produits de santé qui sont utiles en cas de pandémie. Et c'est tout ce débat que nous avons actuellement dans le cas des négociations du traité pandémie, avec ceux qui disent, attendez, en cas de pandémie, il n'y a plus de droit de propriété intellectuelle. Et puis il y a ceux qui disent, attention, c'est un peu plus complexe que ça, parce que sans propriété intellectuelle, en fait, il n'y a plus d'innovation, et donc il n'y a plus de contre-mesures médicales. Et donc c'est trouver le juste milieu entre divers intérêts. Alors pour la négociation, on a une organisation très spécifique pour mener ces négociations. Il y a un bureau de l'organe intergouvernemental de négociation qui a été mis en place avec un représentant de chaque zone géographique. Particularité pour nous, c'est qu'il y a un mandat européen. La santé n'est pas une compétence de l'Union européenne. Et comme vous le savez, les achats de vaccins pendant le Covid-19, c'est fait au niveau européen. Et heureusement. Heureusement. Et donc, dans cette ligne-là, et notamment sous présidence française de l'Union européenne, on a décidé de renforcer ce qu'on appelle la Team Europe en santé et la compétence de l'Union européenne sans changement des traités. Donc, hors traité, bien évidemment, et d'avoir une capacité à intervenir à 27 sur le champ de la santé. Et c'est notamment le cas pour la négociation de l'accord pandémie. Et pour la France, je suis la négociatrice en chef pour conduire ces négociations. Et donc, il y a 2 semaines, nous avons eu l'Assemblée mondiale de la santé. Et au cours de cette Assemblée mondiale de la santé, nous étions censés adopter le traité pandémie. Eh bien, nous ne l'avons pas adopté parce que nous ne sommes pas mis d'accord. Voilà. Pour plusieurs raisons. D'une part, 2 ans pour avoir une négociation multilatérale pour un traité, c'est du jamais vu, mais au regard du contexte, on estimait qu'il y a effectivement urgence à aboutir, et on estime toujours qu'il y a urgence à aboutir. En revanche, c'est au fur et à mesure des négociations qu'on s'est rendu compte du périmètre extrêmement large de ce traité si on veut vraiment intégrer l'ensemble des composantes de prévention, de préparation et de réponse à une pandémie. Tout ça nous a amené à voter une résolution qui prolonge les négociations pour le traité international pandémie avec un objectif de finir le plus tôt possible, au plus tard en mai 25, c'est-à-dire à la prochaine Assemblée mondiale de la santé, et si possible avec une Assemblée mondiale de la santé avant la fin de l'année 2024. Bon, au regard du contexte géopolitique, des contextes électoraux aux États-Unis, au Royaume-Uni le 4 juillet, chez nous, et ailleurs, on se dit que le contexte n'est pas complètement favorable à aboutir à un traité international avant la fin de l'année, mais pourquoi pas. Si on regarde le traité, il y a 34 articles, il y en a 17 qui sont totalement bouclés. Voilà. Et puis il reste 17 articles pour lesquels il faut encore travailler. Il y a déjà sur les choses qu'on a abouties, mais il y a des choses sensibles, et je parlais du PAPS tout à l'heure, là, ce système d'accès aux pathogènes et de partage des bénéfices qui est évidemment très, très compliqué. En revanche, il y a 2 semaines, on a adopté la révision du règlement sanitaire international qui a apporté justement quelques améliorations sur des sujets de financement, sur des sujets aussi d'équité. Et donc on a eu au moins cette avancée. Et du côté du financement, le fonds pandémie a lancé un 2e call à hauteur de 500 millions. Voilà, je m'arrête là. Peut-être quelques pistes de réflexion, mais je vous les laisse juste à l'écran parce qu'on peut aussi
aborder d'autres sujets. Moi, j'ai focalisé là sur les épidémies, parce que c'est quand même l'actualité. Mais évidemment, la santé mondiale ne se limite pas aux épidémies. Et donc, évidemment, on peut aborder d'autres sujets. Dernier point, parce que François l'a mentionné en introduction, quand on parle d'épidémie, j'ai insisté là-dessus, derrière, il y a vraiment le sujet d'équité. Vraiment, c'est ça qui revient, et l'équité aux produits de santé. Et la politique de la France là-dessus, c'est de dire la politique d'équité passe aussi par le renforcement de la production locale. C'est-à-dire que la production ne se situe pas uniquement dans l'hémisphère nord, mais qu'il y ait de la production de vaccins, par exemple, partout dans le monde. C'est un défi. Et donc la France a beaucoup investi dans le soutien à la production régionale et locale, notamment en Afrique, de vaccins. Et la semaine prochaine, donc le 20 juin, il y a un sommet international à Paris sur l'innovation et la souveraineté vaccinale pour justement lancer tout un outil financier avec Gavi d'appui à la production régionale de vaccins en Afrique, en plus de tout ce qu'on a déjà fait, et qui est vraiment dans une logique de souveraineté sanitaire demandée par les États, notamment après la crise du Covid. Voilà, donc ça se passera à Paris, avec un certain nombre de chefs d'État africains d'ailleurs, le 20 juin prochain. Voilà. Je m'arrête là et évidemment, je prends les questions. J'ai trop parlé en fait.